Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, l'écran est partagé. OK, ça marche. Encore une fois de plus, merci pour cette opportunité. Merci pour cette merveilleuse conférence qui est dédiée aux technologies et à la cybersécurité. Merci de m'avoir donné l'opportunité de s'entretenir parce que c'est une discussion, bien que c'est moi qui présente, mais n'hésitez pas. C'est pas un monologue, donc juste pour permettre d'être dans les temps, je vais peut-être commencer la présentation, mais après, pour m'arrêter. Et n'hésitez pas à m'arrêter et à poser les questions à la fin. Donc, moi, c'est Guylaine Gudjo. Bon, il a déjà présenté. Je suis spécialiste dans la gestion des identités, dans la sécurité des identités. Sécurité des identités et des accès. Ça fait, disons, 10 ans que je travaille sur les technologies, principalement de Microsoft, que ce soit côté identité dans Active Directory, Azure. J'ai aussi beaucoup travaillé dans la partie messagerie et aussi dans la partie collaboration. Et depuis quelques années, je suis focalisée sur la partie sécurité des identités. J'ai aussi un blog sur lequel je mets au partage d'expériences des différents projets sur lesquels j'ai eu à travailler. Et aussi, j'écris des articles avec, avec un collaborateur, Mehdi Dakama, sur les problématiques de sécurité sur les identités. Donc, au niveau de l'agenda, déjà, nous allons parler pourquoi cibler Active Directory, parce que les attaques ne ciblaient pas Active Directory, donc nous allons voir pourquoi est-ce que ce service est ciblé. Et nous allons parler des étapes classiques d'une attaque Active Directory. Nous allons parler de comment protéger l'infrastructure. Ici, on va parler en détail parce que c'est un domaine très vaste. On va présenter les canevas et après, à l'occasion d'autres événements, on pourra aller en détail parce que c'est la sécurité des identités. Pour le cas d'Active Directory, c'est un projet très vaste qui ne s'arrête pas parce que la cybersécurité, comme vous le savez, ce sont des activités quotidiennes. Donc là, on va présenter le canevas. Quelle est l'approche et par où est-ce qu'on peut commencer? Quelles sont les étapes de sécurisation? OK, donc là, c'est le graphe des ransomware 2021. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que 80% des attaques, je dirais, sont concernées par Active Directory. Et là, on voit que tous les secteurs, presque tous les secteurs sont touchés. Par exemple, ici en France, à l'espace de 1 an, nous avons au moins 3 à 4 hôpitaux qui sont touchés. Donc, ce n'est pas seulement les compagnies de télécom, comme c'était auparavant, ou bien les banques. Donc, comme vous voyez ici, tous les secteurs sont touchés par les cyberattaques. Aussi, nous voyons ici qu'au fil des années, donc ça c'est une étude entre 2020 et 2021, nous voyons qu'au fil des années, les attaques s'accroissent. Les attaques s'accroissent, pourquoi? Parce que les attaques sont rentables. Et aussi, à qui j'avais tenu, nous allons voir plus tard, c'est l'élément central pour pouvoir avoir accès à un multitude, c'est l'élément central pour pouvoir atteindre plusieurs cibles à la fois. Parce que si vous avez accès à un compte administrateur, vous pouvez avoir accès à tous les postes qui sont dans le domaine, vous pouvez avoir accès à tous les firewalls, vous pouvez avoir accès à vraiment tous les actifs qui utilisent AD pour l'authentification. Donc, pour revenir dans les détails, pourquoi AD? Pourquoi AD depuis quelques années? Déjà, de part de son succès, parce que Active Directory est utilisé au moins par 90% des entreprises, je veux dire des grandes entreprises. Donc,
déjà, c'est un outil qui est utilisé par plusieurs entreprises. Et si tous les attaquants qui vont travailler dessus sont sûrs qu'ils pourront toucher un plus grand nombre de personnes. Et aussi, Active Directory a été créé, je crois, dans les années avant les années 2000. Donc, depuis ce temps-là, les structures les utilisent. C'est vrai qu'il y a des migrations, mais il y a des brèches qui ont été, qui existaient depuis des années et qui ont continué à persister. Du coup, ça fait en sorte que le système reste très sensible. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que la sécurité des entreprises était basée sur la partie network, sur la partie front-end. On s'arrangeait à sécuriser, à sécuriser la partie réseau, à mettre des pare-feux et tout. Mais côté identité, elle n'était pas contrôlée. Donc, du coup, si l'attaquant arrive à s'introduire dans le réseau interne du client, il est sûr, peut-être à 90%, qu'il va pouvoir attaquer Active Directory, qui va pouvoir qui va pouvoir avoir accès aux privilèges administrateurs et faire tout ce qu'il veut. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Active Directory, c'est une plateforme vivante. Il existe tellement de failles, pour y pénétrer. Et bien lorsqu'on a fermé cette faille, il suffit qu'une configuration, il suffit qu'un utilisateur, il suffit qu'un administrateur, par exemple, se connecte sur un poste utilisateur standard pour pouvoir ouvrir une brèche. Donc, de manière continue, les brèches se créent. C'est pour ça que c'est aussi difficile à maîtriser. C'est facile aussi à attaquer. S'il n'y a pas une sécurité, si une sécurité accrue n'est pas mise en place pour ce service-là. Il faut aussi dire que l'avènement du cloud a facilité cette cible. Pourquoi? Parce que bien que les entreprises migrent vers les solutions cloud, il faut dire que la plupart des identités viennent de l'interne parce qu'avec l'hybridation, généralement, les mots de passe qui sont utilisés sur le cloud sont des mots de passe locaux qui sont synchronisés. Donc, du coup, les entreprises, la plupart des entreprises migrent certains services sur le cloud, utilisent certaines entreprises sur le cloud, certaines applications sur le cloud et synchronisent les identités sur le cloud. Et là, on voit que on voit que pour atteindre les services sur le cloud, on peut aussi passer par l'interne parce que dès lors qu'on a un compte administrateur en interne, on est sûr à 100% que ce sera ce même compte qui sera utilisé sur le cloud. Donc, je parlais aussi de la rentabilité de l'activité tout à l'heure. Donc, c'est ça qui est mentionné ici. Et l'impact large, bien sûr, parce que Active Directory, c'est l'élément central qui permet de gérer les identités. Et généralement, chaque actif n'aura pas ces identités. On essaie de les centraliser, ce qui fait en sorte que si tu attaques Active Directory, tu as accès à tous les équipements, à tous les services. Donc, après avoir présenté pourquoi Active Directory, nous allons passer aux étapes classiques d'une attaque qui vise Active Directory. Donc, au départ, nous aurons des menaces internes ou externes. Donc, ça peut être un compte de messagerie, ça peut être un compte exchange online qui est usurpé et on va pouvoir le réutiliser en interne. Ensuite, il y a l'escalade des privilèges parce que vous savez que généralement, ce sont les utilisateurs les moins friands qui sont attaqués, par exemple, parce qu'ils ont cliqué sur un lien, ils ont téléchargé, ils ont, par exemple, branché une clé sans scanner, peut-être une clé qui n'est pas autorisée. Donc, généralement, l'attaque ne va pas commencer, par exemple, sur un serveur sécurisé, sur un poste d'administration. Ça va commencer sur un poste standard. Et après, il y aura donc cette escalade de privilèges qui va faire en sorte que l'attaquant ayant dérobé le compte d'un utilisateur standard qui n'a aucun droit, qui peut juste, par exemple, se connecter, accéder à son application, même avec un faible privilège, accéder à Internet. À partir de ce compte-là,
via les failles qu'on va découvrir tout à l'heure, il va pouvoir avoir accès à d'autres comptes jusqu'à accéder au compte ultime qui est le compte administrateur. Donc, ensuite, il y a le mouvement latéral. Le mouvement latéral on va permettre de pouvoir passer d'un poste utilisateur, par exemple, à un autre poste utilisateur, à un autre poste utilisateur, à un serveur, jusqu'au contrôleur de domaine. Et ensuite, donc, il y a la cible de l'attaque, qui est généralement l'exfiltration des données ou la destruction des données. Et ce qu'il faut mentionner ici, c'est que tous ces éléments qui sont cités, à partir de l'escalade des privilèges, il faut intervenir à Akizabeth Tori. Donc, nous allons voir plus tard à quel niveau, quelles sont les attaques il y a Akizabeth Tori qui permettent de passer ces étapes-là. Donc, le schéma précédent montre un schéma global, mais en général, on peut le détailler. Donc, ici, la première infection, nous avons ici soit le phishing, soit l'injection de malware, comme j'ai indiqué tout à l'heure. Après, il y aura la phase de reconnaissance, parce que l'attaquant ne va pas venir dans le réseau se mettre à chercher partout, surtout qu'il cherche à ne pas être reconnu. Donc, ce qu'il va faire, il va faire la phase de reconnaissance, permettre d'identifier les failles. Je prends un exemple. Par exemple, il va essayer de voir est-ce qu'il y a une politique de mot de passe, est-ce que c'est la politique de mot de passe par défaut qui est connue, qui n'est pas généralement modifiée. Il va essayer de regarder quels sont les protocoles qui sont utilisés. Est-ce qu'il y a encore du NTLMV1? Quels sont les chiffrages qui sont utilisés? Est-ce qu'on est encore sur du RC4? Il va vérifier tout ça. Il va vérifier les GPO, il va vérifier les délégations des privilèges qui peut faire quoi. Donc, il va prendre le temps parce que normalement, un bon attaquant qui a bien préparé son attaque ne va pas être facilement détectable. Il va utiliser soit les protocoles usuels, comme on connaît, on a du LDAP, on a du LDAX, on a par exemple la réplication. Tout à l'heure, on va voir les attaques qui sont liées à ça. Donc, l'attaquant ne va pas venir utiliser autre chose qui n'est pas connu. Donc, il va prendre le temps de bien regarder, de bien analyser l'infrastructure pour voir quelles sont les faiblesses. Et il va donc préparer l'attaque de telle sorte que ce sera invisible. Ce qu'il faut dire, c'est que la plupart des attaques sont détectées même 6 mois après. Pour un environnement qui est assez sécurisé, qui a des bonnes pratiques, peut se rendre compte peut-être 2 mois après. Donc, vous voyez qu'après tout ça, par exemple, le SIEM, s'il y a en place, s'il y a par exemple un SIEM en place, vous allez vous rendre compte que le SIEM n'a même pas constaté qu'il y a quelque chose, par exemple. Donc, la phase de reconnaissance, c'est une phase qui est très critique parce que si l'attaquant fait une bonne phase de reconnaissance, il sera invisible, totalement invisible sur le réseau. Il va pouvoir faire tout ce qu'il veut. Peut-être c'est quand il va vouloir venir voir vos données que vous allez vous rendre compte que effectivement vous avez été attaqué. Donc après la reconnaissance qu'il faut, la première étape, il faut toujours partir d'un point. Le point de base, c'est le vol de credential. On a vu tout à l'heure, il y a d'abord la première infection. Mais qui dit aussi première infection, dit premier vol de credential parce qu'on ne peut pas évoluer si on n'a pas de privilèges. Il faut au moins se compromettre un compte. C'est la base. On ne peut pas quitter directement, sauf si c'est une chance. Ça veut dire que là, la sécurité est tellement pourrie, de sorte qu'on a un compte d'administrateur, de tout, qui se balade sur tous les postes, qui n'a pas un mot de passe fort et qui peut être facilement identifié. Donc, ensuite, on a l'exploitation qui concerne toujours la partie Activity. On a la partie, nous avons la partie escalade des privilèges, comme on a dit, donc on va passer de poste à poste, à poste, à poste. Ensuite, on a le mouvement escalade des privilèges plutôt. Ça va nous permettre de passer d'un compte standard à un compte administrateur. Et le mouvement latéral va permettre de partir d'un poste à un autre. Généralement, l'attaquant, à partir de la compromission première, qui est généralement un compte standard sur un poste utilisateur, il va aller dans du poste utilisateur au contrôleur de domaine avec un poste administrateur. Donc, ces deux phases-là
On va parler du privilège d'escalation parce qu'on quitte un compte, un simple utilisateur, un compte standard qui ne peut pas, par exemple, se connecter sur un serveur, à un compte administrateur de domaine et on va quitter d'un poste utilisateur à l'accès à un serveur ou un contrôleur de domaine. Ce qu'il faut aussi relever ici, c'est la persistance. Parce que le plus difficile sur l'Active Directory est que dès lors que le client se rend compte qu'il a été usurpé, normalement, revenir à la situation normale est compliqué parce qu'il se dit, est-ce que je réinstalle tout? Mais c'est compliqué. Si je réinstalle tout, il y a toutes les applications qui sont connectées, qui utilisent l'annuaire, il y a tous les équipements, il y a par exemple les contrôles d'accès, il y a des entreprises où tout est lié à ton identifiant. C'est-à-dire que quand tu es recruté, par exemple, on te crée encore ton mot de passe. Avec ça, tu peux tout faire. Donc, il y a ces problématiques-là. Est-ce que on restaure juste un backup ou bien on réinstalle? C'est une décision très difficile parce qu'il y a ce phénomène de persistance. Parce que même dès lors que vous avez détecté qu'il y a une attaque, vous pouvez restaurer à 2 mois alors que l'attaquant est là il y a 2 ans. L'attaquant est là il y a 1 an, il y a 6 mois. Donc, il utilise aussi ce problème de il utilise aussi la persistance pour rester. Il y a des entreprises qui se sont fait attaquer 2 fois, c'est-à-dire ils sont attaqués une fois, il y a peut-être un ransomware, ils payent peut-être la rançon, et après 3 mois, ils sont encore attaqués. Pourquoi? Parce que l'attaquant a laissé des éléments qui lui permettent de revenir facilement et qui est indétectable. Lorsqu'on fait un audit après l'attaque, lorsqu'on se rend qu'on a subi une attaque, on fait un audit de configuration, on voit tout, on va ici, on restaure par exemple, et on est sûr qu'on a tout nettoyé, alors que non. Donc, il y a aussi cette persistance-là qui est une étape délicate, parce que après une attaque, généralement, c'est très compliqué. On ne sait pas, est-ce qu'on est sûr de battre? Généralement, on n'est pas sûr. Et certains chercheurs vont vous dire que le plus sûr, c'est de réinstaller. Mais côté productivité, souvent, c'est pas faisable, en fait. Donc, c'est ce qui rend attaque Active Directory aussi complexe, ce qui rend la sécurité, je vais dire, des attaques Active Directory aussi complexe. Donc, ça, c'est un exemple d'escalation de privilèges et de mouvement latéral. Donc là, nous avons un compte Joël qui a été fiché. Lui, il est membre du helpdesk. Normalement, le helpdesk, c'est celui qui est supposé avoir des privilèges réduits, qui permet par exemple de réinitialiser un mot de passe, de créer un utilisateur, de modifier un attribut, par exemple. Donc, on va partir d'un utilisateur qui est juste membre du helpdesk. À ce niveau-là, on peut se dire, OK, non, il n'y a pas de problème. Même si on compromet son compte, tout ce qu'on peut faire, c'est juste réinitialiser un mot de passe, donc c'est pas grave. On peut changer le mot de passe si on s'aperçoit qu'il y a une attaque, mais non. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le groupe helpdesk est membre du sous-groupe support tier 2. Et le support tier 2, généralement, on va voir ça plus tard, parce que c'est un autre grand domaine au niveau du tiering. Vous allez vous rendre compte que le support tier 2 est aussi admin local de tous les serveurs. Donc, on est à ce niveau-ci. Donc, vous voyez comment on est passé de Joël et on voit que suite aux cascades de délégations, il se retrouve admin local. Et ensuite, on se rend compte que le contrôleur de domaine s'est connecté sur ce serveur-ci. Le contrôleur, je vais dire, un administrateur de domaine s'est connecté sur le compte, sur un serveur. Et à travers ça, vu que son mot de passe reste en cache, on peut facilement avoir accès on peut deviner son mot de passe et avoir accès aux privilèges. Donc, c'est pour montrer qu'il y a une multitude de chemins d'attaque qu'il faut sécuriser, qu'il faut contrôler de manière permanente, qu'il faut déjà identifier. Donc, c'est ce qui rend un peu complexe, très complexe,
la sécurité des identités, surtout pour la partie Active Directory. Donc, au niveau des attaques, bon là, si je reviens sur ce slide, ici, nous avons présenté en détail les étapes d'une attaque. Et au niveau de certaines étapes, nous allons présenter certaines attaques, comme je disais, qui sont liées purement à la partie Active Directory. Donc, pour la partie vol de credentials, nous avons le DC Sync et le DC Shadow. Le DC Sync, c'est une attaque qui va permettre à un attaquant de simuler une réplication d'un contrôleur de domaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que les contrôleurs de domaine repliquent entre elles pour avoir une base de données cohérente, de sorte que lorsqu'un utilisateur vient se connecter, il peut se connecter sur l'un ou l'autre sans souci. Et ça permet aussi d'avoir une haute utilité du système d'authentification parce que dans une entreprise qui utilise Active Directory comme authentification et accès, si ce service ne fonctionne pas, on ne pourra plus rien faire, on ne pourra plus se connecter, on ne pourra plus imprimer, on ne pourra plus rien faire. Donc, l'attaquant va simuler une réplication et lors de cette réplication, il va recevoir toutes les données de l'activité. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. OK. J'espère que ça ne fait pas longtemps que je n'avais pas de son. Non, on t'entend très bien. Hein? OK, ça marche, merci. Donc, ça, c'est un exemple de la partie que des Shadow. Nous avons la partie des settings, la partie des shadows. Vu que cette présentation sera partagée, vous pouvez prendre plus de détails. Comme il n'y a pas assez de temps, on va pas s'attarder. On va expliquer quelques attaques. Donc, nous avons la partie passe de hash. Avec la partie passe de hash, l'attaquant peut récupérer le hash et imaginer le mot de passe, surtout si le mot de passe n'est pas complexe, parce qu'on peut faire des combinaisons et retrouver le mot de passe. Parce que les mots de passe sont irréversibles. On ne peut pas quitter d'un hash du mot de passe au mot de passe initial. Ce qu'on va faire, c'est que généralement, ils ont des bases de données. Donc, ils vont les prendre, ils vont les comparer, ils vont les hacher, puisqu'ils connaissent l'algorithme de hachage qui est utilisé, et ils vont les comparer pour définir le mot de passe initial. Donc, au niveau du Golden Ticket, c'est vrai que là, c'est un peu technique, mais je vais essayer d'expliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau d'Active Directory, on utilise le protocole Kerberos. Et le protocole Kerberos est divisé en deux phases. La première phase, c'est la partie authentification de l'utilisateur. L'utilisateur va essayer de s'authentifier avec son mot de passe. Le KDC, qui est le service qui permet de faire l'authentification, va lui donner ce qu'on appelle un ticket, grand ticket, qui va le chiffrer avec un hash. Et ce hash-là est utilisé pour chiffrer tous les tickets. Donc, ça veut dire que si un attaquant réussit via le TGT qu'il a utilisé, TGT haché, s'il réussit à connaître le hash de ce mot de passe-là, alors il peut se passer pour tout le monde parce qu'il peut fabriquer son ticket et aller s'authentifier sur les services. Donc, ça, c'est un exemple d'attaque. Nous avons aussi le privilège. L'escalade de privilège peut aussi être utilisé avec le site History. Normalement, le site History est utilisé lorsqu'on fait des migrations. Par exemple, si on fait dans les projets de fusion ou des projets de fusion, par exemple, ou bien de migration d'un domaine à un autre, généralement, les fusions sont progressives. Je vais dire, les migrations sont progressives. Donc, lorsqu'on quitte d'un domaine A à un domaine B, on ne peut pas couper directement les accès. Donc, on va permettre à l'utilisateur qui a été migré dans le nouveau domaine
de pouvoir encore avoir accès aux anciens domaines. Et Microsoft a donc créé cette propriété-ci qui s'appelle le CD Suite, qui va permettre que, bien qu'on soit déjà migré, qu'on puisse avoir accès au domaine, au précédent domaine, jusqu'à ce que tout soit migré, tout soit coupé. Mais généralement, dès que les projets d'immigration sont terminés, les CD Suite ne sont pas supprimés sur les comptes utilisateurs. Il y a donc je vais dire quoi, une attaque qui utilise ce CD Suite-là, qui permet d'élever les privilèges. Donc, au niveau du mouvement latéral, nous avons des outils comme DS Internal, PExec, qui permet à partir d'un poste d'exécuter des commandes sur d'autres postes. Donc là, nous avons essayé de présenter en quelques minutes les différentes... Okay. Donc là, j'ai un souci avec mon PowerPoint, je n'arrive pas. OK, donc là, nous avons présenté de manière globale, je dirais, parce que je n'ai pas assez de temps pour vraiment détailler. Donc, nous allons présenter par la suite comment se protéger, quelle est l'approche, parce que c'est tellement vaste comme j'ai indiqué. Donc, quelle est l'approche? Ici, je propose une pyramide d'implémentation parce que vu le retard qu'il faut combler, vu les trous qu'il faut combler, on ne peut pas faire tout à la fois. Parce que déjà, en termes de compétences, ce qu'il faut dire, c'est que les compétences en termes d'expertise Active Directory sont un peu rares. Et les impacts sont très énormes parce que, comme je l'ai dit, l'authentification et les accès autour d'Active Directory est très sensible, ce qui réduit même le temps généralement de mise en conformité. Parce qu'il faut prendre le choix d'assumer que je vais corriger ça, assumer que le service soit coupé. Or, pour une entreprise, il faut bien que les services de l'entreprise tournent. Donc, il faut des experts qui doivent être capables d'identifier les impacts de chaque attaque. Je ne veux pas dire de chaque attaque, mais de chaque modification qui sont effectuées. Donc, pour un premier exercice serait de définir l'architecture cible Active Directory qu'on souhaite avoir. Et après ça, maintenant, on va définir un plan. Pour atteindre. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que la sécurité d'Active Directory ne commence pas par les configurations ou le patching, non. Ça commence au niveau du design. Le design doit être repensé. Depuis 2012, Microsoft a sorti ce qu'on appelle du tiering, que je vais expliquer tout à l'heure, qui permet de repenser le design. Parce que tant que ce design n'est pas remis en cause, on ne pourra pas vraiment sécuriser. Donc, il faut déjà définir l'architecture cible et au fur et à mesure, vu qu'on a déjà la cible, au fur et à mesure des projets, on pourra évoluer. Ensuite, il faut définir la gouvernance. C'est-à-dire côté nomenclature, comment ça se passe au niveau des structures des unités d'organisation. Tout doit être défini parce qu'après, on va voir que juste par la gouvernance, on peut repérer une attaque. Je prends un exemple. Si pour définir vos administrateurs, vous utilisez par exemple A point quelque chose ou A underscore quelque chose et que vous vous rendez compte qu'un jour, il y a un compte là qui s'est créé qui est bizarre. Ou bien, je vous ai parlé tout à l'heure de l'attaque DC-Sync, et aussi de l'attaque DC Shadow. DC Shadow va créer un compte fictif du contrôle de domaine et va demander la réplication. Et comme ça, il aura donc tous les secrets et il pourra donc les déchiffrer. Il y a des attaquants qui viennent, qui créent un compte qui ne respecte pas la nomenclature. Et là, ça peut facilement attirer l'attention. Donc, la gouvernance, c'est un élément à ne pas négliger qu'il faut faire. Ensuite, nous avons la délégation d'administration pour Active Directory, qui est le tiering. Le tiering permet de diviser l'infrastructure.
en 3 minimum. Nous avons la première partie qui est appelée tiers 2. C'est la partie où il y a les postes. Tout ce qui est poste, tout ce qui est imprimante, par exemple, tous les équipements qui sont liés, tous les actifs qui sont liés aux utilisateurs seront mis au niveau du tiers 2. Les administrateurs qui doivent gérer cette population du tiers 2 vont rester dans ce tiers-là. Les postes d'administration qui doivent être utilisés pour administrer doivent être dans ce tiers-là. Et on va s'assurer qu'il n'y ait pas un compte du tiers 2 qui est utilisé sur les tiers supérieurs. Donc, le tiers supérieur rassemble tous les serveurs. Par exemple, s'il y a un serveur de mise à jour, un serveur, par exemple, je dirais quoi, un serveur peut-être d'impression, tout ça sera mis au niveau du tiers 1. Et les administrateurs du tiers 1 vont uniquement pouvoir se connecter sur les équipements du tiers 1. Les postes d'administration pour administrer la population du tiers 1 seront seulement utilisables sur le tiers 1. Ce qui fait en sorte qu'entre le tiers 2 et le tiers 1, il n'y a pas moyen de faire d'escalade de privilèges. À partir du tiers 1, à partir du tiers 2, on ne pourra pas accéder au tiers 1. Et cette configuration n'est pas seulement liée à Active Directory ou bien au système. Même au niveau du réseau, on doit pouvoir les segmenter. On doit pouvoir les segmenter. Les flux tous les flux doivent être fermés. Et côté réseau, on doit les mettre dans les VLAN différents. Et s'il faudrait ouvrir un flux, il faudrait que ce soit validé, il faudrait que ce soit bien analysé, il faudrait que ce soit monitoré. Le tiers 0, par contre, c'est le tiers le plus sensible. C'est lui qui va comporter les contrôleurs de domaine qui est utilisé pour gérer les identités. Par exemple, ADFS, si on fait du ADFS, par exemple, AD Connect, si on synchronise les comptes avec le cloud. Et toujours, on aura la population du tiers 0, c'est-à-dire les contrôles de domaine, les comptes d'administrateurs, les postes d'administrateurs qui vont permettre d'administrer. Et c'est comme ça qu'on crée donc des niveaux isolés. Ça permet de répondre à la partie mouvement latéral et escalade du privilège. Ensuite, nous avons le PO, qui est le Privilege Access Workstation. Ce qu'il faut dire, c'est qu'avant, les administrateurs, pour montrer qu'ils sont sécurisés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils créaient un compte utilisateur pour se connecter et un compte administrateur pour administrer. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient sur leur compte standard, ils ouvraient un RDP et ils s'identifiaient avec le compte administrateur. Ils pouvaient se dire protégés, alors que non. Lorsque tu fais un RDP, par exemple, avec ton compte administrateur, ton mot de passe reste en cache sur ta machine. Donc, de telle sorte que si un attaquant arrive si un attaquant peut accéder à ta machine, il a accédé au mot de passe administrateur. Donc, dans les normes de sécurité, il doit avoir des machines d'administration qui sont dédiées à l'administration, qui sont sécurisées. Juste les flux d'administration doivent être ouverts. Juste les services, les applications liées à l'administration ou bien au bon fonctionnement du système doivent être ouverts. Donc, le privilege workstation, c'est un autre grand domaine qui doit être géré. Bon, ensuite, nous avons l'automatisation des cycles de vie des objets. Pourquoi? Parce que il y a certains, je prends l'exemple, il y a des administrateurs qui peuvent quitter l'entreprise, on ne les désactive pas. Peut-être le mot de passe était configuré de telle sorte qu'il ne doit pas expirer. Et vous voyez dans un compte, un administrateur qui est parti il y a 10 ans, on ne se rappelle même plus, vu qu'il n'y a pas une gestion du cycle de vie des objets. On ne s'est même pas dit, tiens, cet administrateur, il est déjà parti, son compte doit être désactivé. Et voilà. Donc, l'automatisation des cycles de vie doit être effectuée pour pouvoir se rassurer que les utilisateurs qui ont droit aux privilèges sont ceux qui sont bien connus, sont identifiés. Les tâches de départ, d'arrivée et de départ doivent être identifiées. Qu'est-ce qu'on fait quand un utilisateur arrive? Qu'est-ce qu'on fait quand un utilisateur arrive? Qu'est-ce qu'on fait quand un utilisateur part? Par exemple, même je prends un exemple. Au niveau de l'automatisation du cycle de vie des objets,
on doit désactiver les comptes qui ne sont plus connectés, par exemple, il y a de cela 1 mois ou 1 mois et demi. Ils n'ont plus besoin d'être actifs. On ne doit pas, par exemple, pour les comptes de service, mettre le mot de passe n'expire pas. Et généralement, les comptes de service on les met généralement administrateurs de tout le domaine. Et on les configure sur tous les CFE, peut-être même sur les postes. Donc, il faut bien gérer le cycle de vie des objets. Il faut aussi les mots de passe. Comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsque vous créez votre mot de passe, le système de chiffres, il ne peut pas être déchiffré, mais il y a une base de connaissances qu'on peut utiliser pour pouvoir deviner votre mot de passe. Donc, il faut une politique de décissement des mots de passe en fonction du niveau de privilège. Plus votre niveau de privilège est élevé, plus la complexité de votre mot de passe doit être élevée. Et il faut aussi associer à ça du MFA, parce que nous avons vu les limites de l'authentification à facteur unique, qui est généralement le mot de passe. Mais il faut associer à ça le MFA. Et je dirais même qu'il faut associer à ça, au lieu de s'attarder uniquement sur le décissement de mots de passe, on peut passer à l'authentification forte. Parce que des recherches ont montré que le MFA, par exemple par SMS, est vulnérable. Donc, il faut pouvoir passer à une authentification forte. Il faut durcir les décès. Généralement, certaines installations ne respectent pas les prérequis de Microsoft parce que avec le Security Baseline, normalement, tu choisis quel est le service qui doit tourner sur le serveur et tout le reste, donc, il faut se rassurer que le décissement des décès des contrôleurs de domaine soit effectué parce que normalement, le contrôleur de domaine ne doit avoir que le contrôleur de domaine en tant que service. Parce que plus on a vu des services, plus on ouvre des brèches. Donc, il faut durcir le décès, que ce soit au niveau des OS, que ce soit au niveau des services qui tournent dessus, que ce soit au niveau des applications qui tournent dessus. Il faut aussi gérer les mots de passe locaux avec le LAPS. C'est un élément qui est très important. Donc, c'est une fonctionnalité que Microsoft a sortie, je crois, en 2016, si je ne me trompe pas. Donc, il faut pouvoir faire en sorte que les comptes locaux soient aussi gérés, je peux dire, de manière automatique. Parce qu'avec le LAPS, qu'est-ce qui se passe? Le mot de passe du compte administrateur local est géré de manière automatique par le système et est stocké sur l'attribut de son compte sur l'annuaire. Donc, lorsque je vais utiliser le compte administrateur local, je vais sur ce compte sur l'annuaire, je récupère le mot de passe, je lis, j'utilise, et derrière, il est changé automatiquement. Et on peut le définir, ça peut être tous les 3 mois, ça peut être tous les 2 mois. Généralement, on n'a pas besoin du compte administrateur local pour se connecter, c'est en cas de force majeure. Il y a des comptes d'administration qui doivent être utilisés à cet effet-là. Il faut monitorer le service Active Directory. Par défaut, lorsqu'on installe le service Active Directory, tous les logs ne sont pas activés. Ça veut dire que même si vous avez un SIEM dans l'entreprise et que vous n'avez pas activé certains logs, vous ne les recevrez jamais. Donc, il faut avoir un accent sur le monitoring des services Active Directory. Il faut généralement activer les journaux avancés. Et au fur et à mesure que vous avancez, au fur et à mesure que vous avez une maturité dans la sécurité, si vous avez mis des pièges, il faut vous rassurer que les logs associés à ces éléments-là soient activés. Il y a un document, par exemple, de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale des systèmes de sécurité informatique ici en France, qui a publié un document sur le monitoring des services Active Directory, dont vous pouvez vous référer à ça pour avoir au moins un minimum, et après ça, vous pouvez ajouter les vôtres. Donc, il faut monitorer les objets. Comme j'ai dit, bon, je commence avec la partie Active Directory. Les objets ne vont pas seulement concerner Active Directory, il y a aussi les postes. Il faut pouvoir se rassurer que tous les éléments sont monitorés, ils sont centralisés, ils sont analysés.
il faut faire régulièrement les tests d'intrusion. C'est très important parce que, comme je vous ai dit, les chemins d'attaque sont ouverts à chaque fois. Ce qu'il faut vous dire, la bonne question qu'un administrateur doit se poser, c'est se dire, l'action que je suis en train de faire, est-ce que ce n'est pas une porte que je suis en train de créer? Donc, il faut régulièrement faire les tests d'instruction, les corriger. Le PRA, oui, pourquoi? Parce que avoir une infrastructure sécurisée, c'est aussi avoir un plan de reprise. Parce que l'activité, comme j'ai dit, l'activité de votre entreprise ne doit pas s'arrêter ou bien doit prendre moins de temps à être reconstruit. Donc, il faut toujours avoir un plan de reprise, il faut les jouer, il faut les tester, il faut les améliorer. Et enfin, il faut pouvoir détecter les attaques. C'est-à-dire que si il y a un attaquant qui a réussi à entrer dans le système et qu'il a réussi à avoir il a réussi à se passer pour un administrateur, il faudra dans mon infrastructure des systèmes qui me permettent de dire, tiens, vous avez été attaqué. Donc, pour arriver, ça c'est une pyramide, comme je disais, on va progressivement, on finit un palier, on passe au précédent, au fur et à mesure, c'est plus complexe, donc c'est pour ça qu'il faut il faut commencer du bas vers le haut pour avoir progressivement un plan de sécurité. Donc, vu le temps, on va aller plus vite parce qu'il faut, comme je dis, c'est pas un monologue, mais il faut la place aux questions. Et pour implémenter cela, il y a une méthode d'implémentation qu'on appelle, qui se base sur les piliers d'Active Directory. Donc, on va directement là en détail ici. Donc, le premier pilier, c'est de découvrir et corriger les attaques. C'est-à-dire qu'à un instant T, vous devrez pouvoir vous dire que, OK, voici les vulnérabilités que j'ai détectées et je suis en train d'appliquer. Donc, il faut, premier point, si vous voulez sécuriser votre environnement, il faut faire un audit. Donc, il faut découvrir et corriger les failles. Et les failles viennent de deux principaux éléments. Il y a les vulnérabilités, c'est-à-dire que les patchings qui n'ont pas été effectués. Il y a l'identification des mauvaises configurations. Parce que sécuriser un AD, ce n'est pas de s'assurer qu'on a patché. Non. On a vu tout à l'heure les portes d'entrée liées, par exemple, aux délégations, qui sont liées aux mauvaises configurations, qui n'ont rien à voir avec les patchs de sécurité. Et pour cela, il y a des outils, des outils gratuits et des outils payants. Donc, toujours sur le premier pilier, après avoir découvert les failles, il faut les corriger. Donc, après avoir découvert les failles, il faut les corriger. Ça peut être des pas de sécurité qu'il faut mettre à jour, et notamment le renforcement de la sécurité de la nuit. Tout ce que j'ai cité, c'était un élément qui est de ce côté. Et aussi, très important, il faut former les administrateurs. Il faut former les administrateurs sur les méthodes de sécurisation. Il faut former les utilisateurs sur la partie opérationnelle, le maintien en conditions opérationnelles. Il faut former les administrateurs sur le maintien en conditions de sécurité aussi de la NIA Active Directory. Donc, le deuxième pilier, c'est de découvrir les chemins d'attaque en temps réel parce que dès lors que j'ai fait l'audit, j'ai découvert, j'ai corrigé, je ne dois pas rester tranquille. Je dois avoir un système qui me permet de détecter les chemins d'attaque en temps réel. Et ce n'est pas le SIEM. Le SIEM n'est pas capable de le faire parce qu'il y a certaines entreprises qui se disent nous, on a le SIEM, ça va, ça collecte tous les logs, mais non. Le SIEM ne va pas interpréter une réplication, par exemple, sur l'attaque des signes que j'ai cité tout à l'heure. Il ne va pas le reconnaître comme un chemin d'attaque. Surtout qu'il n'y aura même pas d'erreur. Le log sera juste que la réplication s'est effectuée normalement. Donc, il faut un système. Lorsqu'on a été mature sur le pilier 1, il faut un système qui permet de découvrir les chemins d'attaque en temps réel. Le troisième pilier, il faut un système pour détecter les attaques parce qu'il y a des applications, des systèmes comme, par exemple, comme ATA, qui va, par exemple, détecter une attaque de type DC Sync, DC Shadow, par exemple, que j'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut avoir un système qui vous permet de détecter les attaques. Et comme j'ai dit, ça va progressivement. On va progressivement.
Donc ici, si la faille n'a pas été détectée au niveau de l'outil, ça veut dire qu'elle n'a pas été corrigée. Et si le système qui détecte les chemins d'attaque ne l'a pas détecté, ce troisième peut pouvoir pour vous permettre de détecter les attaques. Et vu que plus vous êtes au courant, mieux vous gérez les dégâts. Donc ici, on peut résumer ça en ces trois schémas-ci. Donc le premier, c'est de dire, si on peut l'analogie avec la voiture, donc le premier pilier, c'est l'état de la voiture. Par exemple, quand vous faites le check-up de la voiture, donc quelles sont les différences mineures, majeures, critiques, ça vous permet de détailler, de définir votre plan de correction. Et aussi, vous voulez un système que lorsqu'il y a un chemin d'attaque qui vous allez être que tiens, il y a un compte utilisateur qui devient administrateur, qui a créé ceci, qui a changé ses permissions, qui allait modifier les attributs d'un compte. Et là, il vous allait, et maintenant, c'est l'équipe de regarder, de vérifier est-ce que c'est un faux positif ou non, est-ce que. Et maintenant, s'il y a une attaque, comme par exemple ici la voiture qui compte, qui soit informée. Donc, le quatrième pilier, qui est le dernier, permet de détecter les activités malicieuses et les modifications effectuées. Parce que lorsqu'il y a une attaque, il faut permettre de tracer, de voir comment est-ce que l'attaquant a fait pour parvenir à ça. Et c'est généralement ça, c'est seulement c'est ces études lors des attaques-là qui permettent de renforcer la sécurité. Donc, il faut pouvoir avoir un outil et ceci passe beaucoup plus sur la partie log. Donc, il faut bien activer les journaux. Il faut être sûr que tous les logs importants ont été activés. Il faut travailler sur le stockage des logs. Quelle est la fréquence? Quelle capacité de log que j'ai? Si j'ai eu une attaque, peut-être il y a 3 mois, est-ce qu'avec les logs, est-ce que je peux essayer de retracer pour savoir ce qui a été fait? Donc, comme possibilité d'implémentation, on peut appliquer le palier 1 et 2, c'est-à-dire qu'on fait l'audit, on corrige et on met en place un système qui permet de détecter les chemins d'attaque. Et une fois que ce palier a été maîtrisé, on passe maintenant on passe maintenant à l'étape supérieure pour investir sur les piliers supérieurs qui sont le 3 et le 4. Donc, là, ce sont les questions. Je vais voir la partie discussion. Oui, effectivement. Merci déjà pour ta présentation. Je pense que tu as pu faire quand même le tour. Merci encore, merci. Donc, on va passer aux questions. Et je crois qu'il y en avait déjà. Il y a Marcelin qui demandait s'il peut poser une question. Oui, Marcelin, tu peux poser une question. Bon, c'est vrai que j'ai pas vu que j'ai un seul écran, mais là, tu peux poser la question. Ok, bonjour à tous, bonjour Guylaine. Oui, bonjour Marcelin. Alors, ma question, c'était au niveau de la présentation des différents tiers de l'AD, où tu as noté qu'il fallait, dans les meilleures pratiques, il était recommandé d'avoir, en fait, de repartir, d'isoler d'isoler les différents services, alors les différents serveurs les moins critiques aux plus critiques, dans lequel les plus critiques étaient au niveau du tiers 0. C'est ce que j'ai noté. Oui. Donc là, tu remontais que pour pouvoir, par exemple, celui qui administre le serveur d'annuaire, les postes de travail doivent être dans le tiers 0. C'est bien ça. Donc, ça veut dire, moi, par exemple, je suis admin de mon annuaire et j'ai un poste de travail. Moi, généralement, j'administre mon annuaire, j'ai mon poste de travail qui est dans le réseau, là, dans le réseau user. Ouais. Donc là, tu dis bien, il est recommandé d'avoir un poste, ou alors, comment moi, donc moi, je dois mettre mon poste dans le VLAN, dans le tiers. Est-ce que je dois administrer mon poste, mon AD avec mon PC, ou alors je dois avoir un réseau dédié
d'administration de mon environnement, par exemple. Voilà. Tu dois avoir un poste dédié. Si tu vois sur le schéma, tu vas voir là, ça c'est le schéma de Microsoft, tu vas voir là la partie Management System qui contient les postes, tu vois les comptes utilisateurs et les postes. Parce que lorsque tu te connectes sur ton poste standard pour accéder à ton admin, c'est généralement soit via les outils d'administration, ça, soit via le RDP. Il faut savoir que les mots de passe que tu utilises restent dans le cache. Donc, si quelqu'un a accès à ces informations de ce cache-là, il peut avoir accès à ton compte administrateur. Donc, dans les bonnes pratiques, il faut avoir des postes d'administration dédiés pour pouvoir accéder. Certaines entreprises utilisent 2 postes, certains non. Certains utilisent des machines virtuelles, des systèmes de VDI pour pouvoir quitter du poste standard vers le poste VDI, qui est le poste d'administration, et du poste d'administration, il accède. Et là, on va utiliser la technologie des silos. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Bon, c'est un autre grand domaine que je ne pourrais pas présenter ici avec ces 1 heure. Le silo va te permettre de créer au niveau d'Active Directory des silos et de dire à Active Directory que les comptes du même silo puissent s'authentifier. C'est-à-dire que si j'ai mon compte, par exemple, admin.marcelin qui veut accéder au contrôle de domaine, ce compte-là peut seulement se connecter sur ce poste d'administration-ci. Si je veux faire un accès distance sur mon DC, je peux faire de sorte que seul ce compte peut faire un RDP. Et j'associe maintenant la partie réseau qui va seulement autoriser le flux RDP, par exemple, entre uniquement ce poste et le contrôleur de domaine. Et à ça, j'associe aussi la partie AD parce que, comme je vous ai dit, l'authentification se passe en 2 étapes. Il y a l'authentification de l'utilisateur, ce qu'on appelle le TGT. Et au niveau du TGT, tu peux dire au contrôleur de domaine que délivre le TGT que lorsqu'il a telle condition. Et c'est ça qu'on appelle le silo. Et c'est comme ça qu'on va donc isoler les comptes. Isoler les comptes, isoler les ressources. Et vous voyez là la flèche verte pour dire que entre le système de management et la ressource, c'est ça qui est autorisé. Pour descendre, ce n'est pas autorisé. Pour quitter d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, ce n'est pas utilisé. Parce qu'il faut garder en mémoire il faut toujours garder en mémoire où est-ce que mon compte, où est-ce que mes accès restent. Quand je me connecte à partir d'un point A pour un point B, où est-ce que mes accès restent? Où est-ce que mes accès administrateurs restent? Est-ce que je les sécurise? Depuis 2012, Microsoft a sorti une technologie qu'on appelle le Protected User, qui permet par exemple de ne pas cacher le mot de passe. Ce sont tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Donc là, on est déjà presque à la fin. Je vais prendre d'autres questions. Il faut les certifications des accès, la revue des accès, évidemment. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, il faut la certification des accès, la revue des accès, le monitoring, surtout activer les monitorings. Donc, les outils qui permettent de détecter les mauvaises configurations. Donc là, nous avons Alcite qui peut être utilisé. Nous avons des outils... Tu peux écrire dans le nom du programme. Oui, Alcite qui est devenu tenable, mais c'est vraiment pour les grands comptes. Nous avons, je crois, Manage Engine. Nous avons des outils comme Semperis. Nous avons uniquement pour cette partie-là, nous avons ATA, Microsoft ATA, qui peut être utilisé. Nous avons CrowdStrike, qui est aussi un leader dans le cadran de Gartner. Nous avons CrowdStrike, j'espère que j'ai bien écrit ça. Ok, je vais essayer de répondre à votre question parce qu'après, je vais mettre la suite.
Donc ici, Thomas dit Pincastle est très utilisé pendant les pentests pour trouver un chemin. Oui, mais Pincastle, le meilleur outil pour trouver les chemins d'attaque, c'est Bluehound. Parce que Pincastle ne peut pas vraiment te donner les chemins d'attaque, mais Bluehound va te dire, va pouvoir te donner un chemin d'attaque clair. Donc, Pincastle, c'est plus pour trouver les vulnérabilités, mais Bluehound va permettre de trouver les chemins d'attaque. Donc, je vais écrire le nom ici. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ne pensez pas seulement outils, pensez à comment est-ce que le protocole Kerberos fonctionne, parce que les outils ne vont pas vous donner tout ce qu'il faut faire. L'outil ne va pas savoir qu'il n'y a pas de tiering, par exemple. Il ne va pas savoir. L'outil ne va pas savoir comment vous faites pour accéder à vos contrôleurs de domaine. Donc, il faut associer les outils aux bonnes pratiques. Et je vais lister certains sites qui sont spécialisés dessus, où vous pouvez vous référer pour pouvoir construire votre plan d'attaque, votre plan de maintenance. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pour le moment, il n'y a pas de questions et on court vraiment à... On est à... Okay. On a déjà gratté quelques minutes sur la conférence suivante. Donc, merci à tous. Si vous avez, je suis joignable sur LinkedIn. Je crois que c'est partagé. Voilà, ça a été partagé là, justement. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Donc, le LinkedIn de Guylaine est disponible là, dans la conversation là. Et puis, sur le PowerPoint de la présentation d'aujourd'hui aussi. Donc, vous pouvez rapidement copier parce que nous allons mettre un thème à la présentation. Merci encore, Guylaine, pour cette brillante présentation. Apparemment, tu as laissé beaucoup sur la fin. Et heureusement que ton contact est disponible pour qu'il puisse te prendre en inbox. Ce n'est qu'une seule heure de présentation. Merci, c'était vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous. Nous espérons te compter parmi les prochains speakers. Je serai toujours disponible, il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Ok, merci. Donc, le lien de la prochaine présentation aussi est dans le chat. Pour ceux qui veulent nous joindre, c'est vrai qu'elle sera en anglais. Donc, merci à tout le monde et bonne soirée. Merci. Ciao. Ciao.